Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code où l'actualité télévisuelle nous donne l'occasion de revenir sur l'une des meilleures créations Marvel de ces dernières années, Kamala Khan alias Miss Marvel. Mercredi 8 juin 2022 était diffusé le premier des 6 épisodes de la nouvelle mini-série Disney intitulée Miss Marvel. Pour les lecteurs de comics, Miss Marvel est un nom familier depuis maintenant 45 ans. C'est en effet en 1977 que la première Miss Marvel, Carol Danvers, fait ses débuts dans sa propre série, sous la plume de Gerry Conway et le crayon de John Buscema. Elle apparaît à une époque où Marvel essaie d'apporter davantage de diversité à ses créations, en écho au débat qui agite la société américaine, et aussi, ne soyons pas naïfs, dans l'espoir d'attirer un nouveau lectorat. C'est ainsi que la compagnie met en avant davantage de héros noirs, asiatiques ou de femmes. Alors certes, elle le fait de manière plus ou moins maladroite, en puisant par exemple davantage son inspiration dans la blaxploitation ou les films de kung-fu que dans la vraie vie, mais la volonté semble sincère et donnera naissance à un certain nombre de personnages iconiques. Dans le cas de Miss Marvel, il y a aussi sans doute la volonté de concurrencer Wonder Woman, considérée à l'époque comme une icône par nombre de féministes américaines. Personnage secondaire apparu aux côtés de Captain Marvel à la fin des années 60, Carol Danvers acquiert son indépendance dans sa propre série, laquelle durera 23 épisodes, parus entre 1977 et 1979. Elle poursuivra sa carrière durant les décennies suivantes, en changeant périodiquement de nom et de super-pouvoir, devenant ainsi Binary, puis Warbird, avant de retrouver son nom original et sa propre série en 2006, scénarisée par Brian Reed, avant d'adopter en 2012 l'identité sous laquelle on la connaît désormais, Captain Marvel. Dès lors, la place est libre pour une nouvelle Miss Marvel, et c'est l'éditrice Sana Amanat qui s'y colle. Américaine d'origine pakistanaise, musulmane, Sana Amanat souhaite que la série mette en scène une adolescente qui ait le même background qu'elle et qui se pose le genre de questions qu'elle-même a pu se poser à son âge. Le design du personnage est confié à Jamie McKelvey, qui avait déjà relooké Captain Marvel l'année précédente. Et pour mettre en scène les aventures de Kamala Khan, Sana Amanat fait appel à deux valeurs sûres, G. Willow Wilson et Adrienne Alphona. G. Willow Wilson est une scénariste américaine qui a fait ses débuts dans les comics à la fin des années 2000 chez DC Vertigo avec le graphic novel Cairo et la série Air. C'est également une romancière à qui on doit en particulier Alif the Unseen, récompensé en 2013 par le World Fantasy Award. Le roman est paru en France chez Buchet-Chastel sous le titre Alif l'Invisible. Quant à Adrienne Alphona, il est avant tout le co-créateur avec Brian K. Vaughan des Runaways, série lancée en 2003 chez Marvel, puis adaptée en série télé en 2017, le temps de 3 saisons. Kamala Khan débute sa carrière super-héroïque dans Miss Marvel numéro 1, qui paraît début 2014. Kamala est donc une adolescente de 16 ans qui vit à Jersey City, juste en face de Manhattan, et mène une vie somme toute assez banale. Ses journées se partagent entre le lycée, les rendez-vous avec ses amis à l'épicerie du coin, les parties de World of Warcraft et l'écriture de fanfiction consacrée aux super-héros qui vivent de l'autre côté de l'Hudson. Ce premier épisode introduit les éléments essentiels de son univers, à commencer par sa famille. Il y a ses parents, originaires du Pakistan, venus s'installer aux États-Unis peu avant la naissance de Kamala, et qui sont restés très attachés à leur culture d'origine. Et qui ne voient pas forcément d'un bon œil la société américaine et tous les dangers, fantasmés ou réels, qu'elle est susceptible de faire courir à leur fille. Pas question donc pour Kamala de sortir faire la fête avec ses amis le soir, ni même de rencontrer un garçon sans être chaperonné. Il y a aussi son frère aîné, Amir, qui n'a pas l'air pressé de trouver un boulot et de quitter le foyer parental, et dans la vie duquel la religion occupe une place prépondérante. Et puis, il y a les amis de Kamala, Bruno et Nakia, qu'elle fréquente depuis la maternelle et avec lesquels elle a grandi. Il y a ses ennemis aussi, Zoé et Josh, quoique le terme ennemi soit sans doute trop fort. Ils sont surtout l'incarnation du teenager américain la plus caricaturale possible. Elle, la fille la plus populaire du lycée, pain bêche et superficielle. Lui, le capitaine de l'équipe de football, beau gosse et un peu con. Des personnages stéréotypés au possible, plus bêtes que méchants dans le fond, mais qu'on va voir évoluer et se transformer de manière intéressante au fil des épisodes. Voilà pour le cadre, auquel il faut ajouter la ville de Jersey City elle-même, là où va se dérouler l'essentiel des aventures de Miss Marvel, et qui nous est présentée comme une petite communauté où tout le monde se connaît, aux antipodes d'une New York pleine d'anonymes.
Sa localisation situe également les aventures de Miss Marvel un peu en marge du reste de l'univers Marvel et va lui permettre de développer au fil des épisodes un casting de vilains qui, pour la plupart, lui sont propres. Ce premier épisode marque enfin la véritable naissance de Miss Marvel, c'est-à-dire l'apparition de ses super-pouvoirs. Contrairement à nombre d'adolescents dans l'univers Marvel, qui se réveillent un matin avec la capacité de voler, de faire des bonds de 15 mètres ou de tirer des rayons laser avec les oreilles, Kamala Khan n'est pas une mutante, c'est une inhumaine. Alors, on va pas faire ici toute l'histoire des Inhumains, créée par Stan Lee et Jack Kirby en 65 dans les pages de Fantastic Four, sinon on va y passer la nuit. Disons vite fait qu'ils sont le résultat d'une expérience scientifique menée par une race extraterrestre, les Kree, à l'aube de l'humanité. Et que, pour développer leurs super-pouvoirs, ils ont besoin d'un gaz, les brumes tératogènes, qui agissent sur une partie de leur ADN et peuvent avoir un effet plus ou moins spectaculaire. Dans le cas de Kamala Khan, elles vont faire d'elle une métamorphe capable d'étirer ses membres à volonté, de grandir ou de rétrécir sur commande, et même de prendre la forme de n'importe qui ou de n'importe quoi, y compris de sa super-héroïne préférée, comme c'est le cas lors de sa première apparition publique. Sur ce dernier point, G. Willow Wilson fera assez vite marche arrière et va limiter quelque peu les capacités de son héroïne. Dans un premier temps, l'origine de ses super-pouvoirs n'occupe pas vraiment une grande place. G. Willow Wilson s'intéresse avant tout aux changements qu'ils induisent chez Kamala. C'est un des classiques des histoires de super-héros mettant en scène un adolescent ou une adolescente, la métaphore de la transformation qu'ils connaissent à cet âge. Ton corps change, tu te sens bizarre, mais qu'est-ce qui se passe ? Pense aux fleurs, aux papillons, tout ça, tout ça. Et puis évidemment, la question de savoir ce qu'elle va faire de ses tout nouveaux pouvoirs. À Jersey City en plus, où on peut pas dire que les super-vilains pullulent. La solution viendra par le biais du frère de Bruno, Vic, qui a la fâcheuse tendance à faire essentiellement des conneries et qui s'est accoquiné à une bande occupée à faire des trucs pas clairs dans une maison abandonnée et louche. Là-dessus vont venir se greffer des disparitions d'adolescents, des robots tueurs, des crocodiles géants, et derrière tout ça, un grand méchant, baptisé l'Inventeur, qui n'est autre que le clone de Thomas Edison, mais un clone pas totalement réussi, puisque au moment de sa création, on a mélangé par erreur à son ADN celui d'une perruche. Voilà ce qui va occuper Kamala Khan pendant toute la première année de la série, avec aussi en guest Wolverine dans les épisodes 6 et 7, et dans les suivants, l'inhumaine Medusa et surtout Lockjaw, Guldor en VF, le fameux bulldog géant téléporteur. Tout ça donne des épisodes très fun, dessinés pour la plupart par Adrian Alphona, des épisodes où le style du dessinateur prend des allures plus cartoonesques que dans ses travaux précédents, et où il joue à merveille des expressions du visage de ses personnages et des déformations du corps de son héroïne quand elle utilise ses super-pouvoirs. Dès ce premier épisode, Miss Marvel se présente comme un récit ultra classique de super-héros adolescents et s'assume pleinement en tant que tel. Les principaux enjeux pour Kamala consistent à mener à bien son rôle de super-héroïne, tout en conservant son identité secrète, en échappant à la vigilance de ses parents qui lui interdisent de sortir le soir, et en n'arrivant pas trop souvent en retard au lycée. Depuis 60 ans et la naissance de Spider-Man, on est en terrain archi connu. La réussite de la série tient avant tout à ses personnages, tous attachants à leur manière, à son ton léger où aucune situation n'apparaît jamais vraiment dramatique, à des dialogues qui sonnent justes et à des dessins qui viennent donner corps à cette ambiance bon enfant. On est là pour s'amuser et effectivement, on s'amuse beaucoup. Tout juste, G. Willow Wilson redevient-elle un poil plus sérieuse quand elle met en scène un groupe d'ados totalement paumés, qui cherchent un sens à donner à leur vie, qui sentent le regard accusateur de leurs aînés peser sur eux et qui peinent à trouver la voie qui leur permettra d'exploiter tout leur potentiel. Quant aux origines ou à la religion de Kamala Khan, ils ne sont jamais le sujet de ces épisodes, ni d'ailleurs des suivants. Le fait qu'elle soit d'origine pakistanaise ou qu'elle soit une musulmane pratiquante n'est pas un sujet en soi, c'est simplement le cadre de vie dans lequel elle évolue. Elle peut parfois le vivre comme une contrainte, par exemple dans ses relations avec les garçons de son âge, mais c'est aussi pour elle un environnement sécurisant qui lui offre des réponses dans ses moments de doute et dans lequel elle se construit et grandit. Parmi les sujets qui préoccupent davantage Kamala, il y a évidemment l'amour, qui est au centre des épisodes 13 à 15, dessinés par Takeshi Miyazawa. Un amour qui prend le visage de Kamran, un jeune de son âge, qu'elle a connu quand il avait 5 ans et qui mangeait ses crottes de nez, et qui a depuis bien grandi. Désormais, il est beau comme un dieu, il mène de brillantes études, et lui aussi joue à World of Warcraft. Bref, l'amour au premier regard. Et en plus, comme Kamala va le découvrir très vite, c'est lui aussi un inhumain, chez qui la brume tératogène a révélé ses super pouvoirs.
Du coup, Kamala va découvrir qu'elle n'est pas la seule à avoir été transformée par cette expérience, mais elle va découvrir dans le même temps que tous ses semblables n'ont pas la même vision du monde, ni de la place qu'ils estiment être la leur dans ce monde. Est-ce que tout ça peut finir autrement que très mal pour Kamala ? Ouais, je sais, la réponse est dans la question. L'ambiance devient d'ailleurs plus sombre dans les derniers épisodes de la série. On peut même parler d'ambiance apocalyptique pour les 4 derniers épisodes. On est dans le cadre du grand crossover Secret Wars, qui doit mettre un terme au Marvel Universe tel qu'on l'a connu jusque-là. Tout à coup, une terre parallèle apparaît au-dessus de Jersey City, et c'est le chaos qui se met à régner dans les rues. C'est aussi l'occasion pour Kamala de rencontrer enfin son héroïne, Captain Marvel, et de faire équipe avec elle. Et puis, face à cette fin qui s'annonce imminente, c'est surtout le moment pour tous de faire tomber les masques et de se dévoiler à leurs proches en toute sincérité. C'est le moment pour Bruno, l'ami d'enfance de Kamala, de lui avouer qu'il est amoureux d'elle. C'est le moment pour Kamala de révéler son identité secrète à sa mère. Ou pour Zoé, la peste de service, de faire son coming out et de faire tomber la plupart des stéréotypes qui pesaient sur elle jusque-là. G. Willow Wilson pousse davantage vers l'émotion dans ces derniers épisodes, mais le résultat est au moins aussi réussi que lorsqu'elle se cantonnait davantage dans le registre de la comédie. Je parle de derniers épisodes car, effectivement, la série s'arrête au numéro 19, comme à peu près toutes les séries Marvel au même moment. Le temps de faire un grand nettoyage de printemps dans l'univers Marvel pendant le gigantesque crossover Secret Wars. Et puis, tout redémarre fin 2015, et Miss Marvel est relancée avec un nouveau numéro 1, une nouvelle série qui va durer cette fois 38 numéros, toujours scénarisée par G. Willow Wilson, mais dans laquelle Adrian Alphona ne dessignera que quelques épisodes, cédant la place à Takeshi Miyazawa, à Nico Leon, Mirka Andolfo, Diego Olortegui et quelques autres. 8 mois ont passé depuis la fin de la série précédente et le petit monde de Kamala a bien changé. Son frère Amir est amoureux, Bruno a désormais une copine, quant à Miss Marvel, elle fait à présent partie des tout nouveaux Avengers. Jersey City est également en train de changer, de se gentrifier grâce ou à cause d'un groupe immobilier qui rachète des immeubles à tour de bras, histoire d'attirer une nouvelle population, de préférence plus friquée. Mais comme ils ont utilisé l'image de Miss Marvel pour faire leur pub sans lui demander son avis, celle-ci va les mettre le nez dans leurs affaires et va vite se rendre compte que tout ça pue un peu beaucoup. Plus que jamais, Jersey City et la communauté disparate qui constitue cette ville est au centre de la série, avec Miss Marvel qui en devient la figure de proue, pour le meilleur ou pour le pire. Et les choses sont loin d'être évidentes pour Miss Marvel, qui se rend compte à quel point il est compliqué de maîtriser son image publique, et combien au contraire il est facile pour d'autres de la manipuler à son insu. Les épisodes 4 à 6 qui suivent sont probablement les plus drôles de la série. On y retrouve une Kamala au bord du burn-out, obligée de jongler entre ses activités au sein des Avengers, sa scolarité, la préparation du mariage de son frère, et j'en passe. D'où l'idée géniale qui lui vient, à base d'expérimentation scientifique et de magie asgardienne, de créer des doubles d'elle-même qui lui permettront enfin d'être à plusieurs endroits en même temps. Évidemment, comme toute expérimentation scientifique matinée de magie qui se respecte dans l'univers Marvel, celle-ci va très vite partir en sucette et virer au désastre. Ce sont par ailleurs les premiers épisodes dessinés par l'Argentin Nico Leon, un poil moins bon que ses prédécesseurs, et dont les planches manquent souvent de finition, mais ça n'empêche pas ces épisodes d'être extrêmement fun. Les 5 épisodes qui suivent se déroulent dans le cadre du crossover Civil War 2, qui touche la plupart des séries Marvel et qui tourne autour d'un nouveau personnage, Ulysse, un jeune inhumain comme Kamala, dont le pouvoir consiste à prédire l'avenir. C'est ce pouvoir, et surtout l'utilisation qu'il est possible d'en faire, qui va diviser la communauté super-héroïque en 2 clans. D'un côté, celui mené par Captain Marvel, qui voit en Ulysse la possibilité d'empêcher un crime avant qu'il soit commis. Bonjour Minority Report. De l'autre, le clan mené par Iron Man, qui s'oppose à cette négation du libre arbitre des individus et craint la création d'un état policier. Forcément, les liens qui unissent Miss Marvel à Captain Marvel font qu'elle va très vite se retrouver à ses côtés. Sauf que, sur le terrain, elle va vite déchanter et découvrir les effets pervers d'un tel système, en particulier quand certains de ses proches vont en être directement victimes. Une prise de conscience qui doit, en toute logique, amener Kamala à se retourner contre celle qu'elle a toujours considérée jusque-là comme son mentor. Civil War 2, écrit par Brian Michael Bendis, est un crossover assez médiocre qui oblige une partie des personnages à prendre des positions caricaturales, souvent contraires à leurs principes, et dans lequel Captain Marvel se voit attribuer le pire rôle, celui de la femme bornée, obtuse, qui refuse de prendre en compte les points de vue des autres ou même les effets pervers qu'elle constate.
Le seul intérêt de cette situation est d'amener Miss Marvel à s'interroger sur ce pourquoi elle se bat et sur la meilleure manière d'y parvenir. Ces épisodes vont permettre à Miss Marvel de s'émanciper de certains modèles sur lesquels elle a bâti une bonne partie de sa vie, ce qui va évidemment se faire de la manière la plus douloureuse qui soit pour elle. D'autant plus douloureuse que Bruno, blessé au cours de ces événements, finit par se fâcher avec Kamala et quitte Jersey City, direction le Wakanda, le pays de Black Panther, où il part pour suivre ses études. Kamala change à son tour d'air, mais le temps d'un seul épisode, lorsqu'elle part en vacances chez sa grand-mère à Karachi. Un épisode qui est intéressant par le portrait qu'il fait de la jeune femme. Elle qui se sent parfois en marge dans la société américaine, de par ses origines, ressent la même chose, mais de manière encore plus marquée lorsqu'elle se rend au pays de ses ancêtres. Kamala y apparaît comme une américaine mal à l'aise et maladroite dans une société dont une partie des codes lui échappe, y compris lorsqu'elle refait son uniforme pour aller lutter contre la criminalité locale. On notera enfin dans cet épisode l'apparition d'un jeune super-héros pakistanais, Red Dagger, dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Miss Marvel numéro 13 est un épisode à part et un peu atypique de la série. On l'a vu, G. Willow Wilson est une scénariste qui ne fait jamais de prosélytisme sur quelque sujet que ce soit, qu'il s'agisse de religion, de sexualité ou de politique. Ce 13e épisode constitue une sorte d'exception où la scénariste invite assez fortement son lectorat à faire usage de son droit de vote. Évidemment, elle ne se prononce pas pour tel ou tel parti, même si les bad guys sont assez clairement identifiés dans ce récit, mais elle y dénonce les manipulations du découpage électoral auxquelles se prêtent certains élus américains et invite les citoyens à se mobiliser contre de telles pratiques. Le propos n'est pas exempt d'une bonne dose de naïveté, mais là encore, cette naïveté est totalement assumée. Après tout, Miss Marvel est une série qui vise en premier lieu un lectorat assez jeune, ce qui, dans un tel cadre, autorise quelques raccourcis, histoire de tirer le récit vers un happy end, aussi improbable soit-il. On trouve la même logique à l'œuvre dans les 4 épisodes suivants, où il est question de harcèlement en ligne. L'idée est de donner à voir les dégâts que provoquent de tels agissements auprès des ados. Bon, comme on est dans l'univers Marvel, on n'a pas affaire à une bande de nerds sordides planqués dans la cave de leurs parents, mais à un virus informatique autonome et intelligent, capable de s'infiltrer non seulement dans n'importe quel ordinateur, mais également dans la tête de ses utilisateurs. Là aussi, G. Willow Wilson joue à fond la carte de la naïveté assumée lorsqu'il s'agit de vaincre ce virus, histoire de donner des pistes de réflexion à ses lecteurs sur la manière d'adapter leur comportement face à ce genre d'agression. Et si tout ça est trop plein de bons sentiments pour vous, c'est sans doute que vous avez perdu votre âme d'enfant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Miss Marvel numéro 18 fait un petit détour par le Wakanda, histoire de prendre des nouvelles de Bruno. Et tout ne va pas formidablement bien pour lui. Loin des siens, il se trouve dans une situation assez similaire à celle de Kamala lors de son voyage au Pakistan, un étranger en terre étrangère qui peine à s'intégrer pleinement dans son nouveau milieu. Ça reste l'un des thèmes majeurs de la série, d'autant plus intéressant qu'il est abordé selon plusieurs points de vue différents et dans différents contextes au fil des épisodes. G. Willow Wilson poursuit d'ailleurs sur cette thématique dans les épisodes suivants, notamment avec l'arrivée aux États-Unis de Karim, le garçon qu'elle a rencontré à Karachi et qui combat le crime sous le masque de Red Dagger. Elle fait également revenir le personnage de Josh, le capitaine de l'équipe de foot du lycée, qu'on redécouvre ici complètement paumé, coupé de ses racines et de tout ce sur quoi il s'est construit, et désormais la cible idéale pour qui sait le manipuler. Plus que jamais, on voit combien trouver sa place dans le monde actuel peut être difficile pour tout le monde, quelles que soient ses origines et son histoire. Ces épisodes prolongent par ailleurs ceux qui se déroulaient pendant Civil War et donnent à voir les fractures existant au sein de la communauté des habitants de Jersey City et dans quelle mesure certains jouent de ces fractures pour asseoir leur domination. Les épisodes 25 à 28 sont sans doute les derniers vraiment réussis de la série, des épisodes dont la particularité est que Miss Marvel en est quasiment absente. À vrai dire, personne ne sait où est passée la demoiselle, mais ses amis comptent bien faire en sorte que personne ne l'oublie pour autant. Et c'est ainsi qu'il et elle décident d'enfiler de manière plus ou moins approximative son costume, afin de continuer à faire vivre la légende de Jersey City. Heureusement pour eux, Red Dagger est également dans les parages, et sa présence sera d'autant plus nécessaire que c'est le moment que choisit l'inventeur pour refaire surface. Enfin, plus exactement, l'inventeur de l'inventeur, celui qui a mélangé l'ADN de Thomas Edison et d'une perruche. Ce sera aussi l'occasion pour Captain Marvel de refaire un petit tour dans la série et de faire le point sur sa relation avec sa cadette. Néanmoins, après presque 50 numéros d'affilée sur la série, on sent que G. Willow Wilson commence à s'essouffler. La série commence à tourner en rond avec le retour à Jersey City de Bruno, mais aussi celui du virus harceleur.
Et puis on se lance sur une histoire assez longuette et pas très intéressante sur la nature exacte des pouvoirs de Miss Marvel. Finalement, la série s'achève avec son 38e épisode, début 2019, avec une histoire écrite à 12 mains, parmi lesquelles celle du scénariste qui sera en charge de la toute nouvelle série, baptisée Magnificent Miss Marvel, Saladin Ahmed. Mais on en parlera une autre fois. De son côté, G. Willow Wilson aura donc écrit 57 épisodes de Miss Marvel, auxquels il faut ajouter le one-shot Generations, paru en 2017, dans lequel Kamala atterrit dans le passé et rencontre Carol Danvers au début de sa carrière de super-héroïne, mais aussi d'éditrice. Un épisode assez anecdotique, mais qui vient nous rappeler dans quel contexte le personnage a été créé dans les années 70, et qui revendique le fait de poursuivre cette même volonté de s'inscrire dans son époque et d'offrir une chambre d'écho aux débats qui agitent la société. Mais Miss Marvel, c'est aussi, et peut-être surtout, une œuvre d'une exceptionnelle vitalité, s'adressant avant tout aux ados, mais capable de séduire tout autant les précédentes générations de lecteurs, à la fois inventive, émouvante et sincère. Si l'adaptation Disney parvient à réunir les mêmes qualités, on applaudira volontiers dès demain. Signalons pour finir que l'intégralité de ces épisodes a été publiée en France par Panini Comics en 9 volumes dans la collection 100% Marvel entre 2015 et 2019 et que les premiers ont été récompensés en 2016 à Angoulême par le prix de la meilleure série. Début 2022, Panini Comics a entamé la réédition de ces épisodes dans sa collection Marvel Next Gen et dans un format plus économique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres aventures. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.